J'anime un groupe de viticulteurs par là-bas, des viticulteurs un petit peu pionniers, puisque ce sont des viticulteurs qui ont décidé de faire du génie végétal leur principal outil de production. L'idée principale que je vais essayer de vous faire passer, c'est l'idée que dans la nature, c'est qu'en agriculture, on va essayer de s'inspirer des modèles naturels, des écosystèmes naturels. Et qu'est-ce qui se passe dans tout écosystème naturel? On observe des processus d'aggradation quand on laisse la nature faire son travail toute seule. Qu'est-ce qui se passe? On part d'écosystèmes pauvres et quand on laisse le végétal pousser, progressivement, la nature s'aggrade, on a une biodiversité qui augmente, un sol qui se crée, de la matière organique qui augmente, de la matière organique qui augmente, et puis plus ça pousse, plus il y a de fertilité, et plus il y a de fertilité, plus ça pousse. Voilà ce que nous enseigne la nature. C'est ce modèle-là qu'on va chercher dont on va chercher à s'inspirer. Qu'est-ce qu'elle fait la nature? Elle se couvre systématiquement, en permanence, en totalité. C'est moins loin d'ici que de chez moi, les terrils du nord, qui sont ces gros amas de sous-sol remontés de l'extraction minière, où vous avez des montagnes qui sont absolument stériles. D'ailleurs, ça s'appelle les terrils, c'est pas pour rien, c'est que étymologiquement, ça veut dire stérile. Et qu'est-ce qu'on observe sur ces terrils? C'est que progressivement, petit à petit, du végétal arrive, des plantes herbacées, des mousses, puis des herbes, et puis des herbes qui laissent place à des buissons, des végétaux de plus en plus grands, des broussailles, et qu'est-ce qu'on a en bout de chaîne? On a une forêt qui vient s'installer là-dessus. Voilà pour vous illustrer ces processus d'aggradation naturelle. Donc l'écosystème pour modèle agronomique, vous avez là deux paysages, voilà, pour faire simple. Vous avez un paysage qui valorise de l'énergie solaire, qui la transforme en énergie pour la consommation humaine, mais en fertilité, qui recycle l'eau, qui nettoie l'eau, qui est vivant et productif à bien des égards. Quand il y en a un autre qui gaspille l'énergie solaire, ça veut dire qu'un rayon de soleil qui tombe sur un sol nu comme celui de l'image de gauche n'est pas valorisé et réémis dans l'atmosphère. Pour faire une petite anecdote, j'ai la chance de revenir de voyage, j'ai fait un voyage en Tunisie et j'ai eu une réflexion en regardant par le hublot, en survolant les paysages tunisiens. On a des vergers d'oliviers à perte de vue. Vous avez des oliviers plantés tous les 26 mètres, donc avec des densités de plantation très faibles, sur des sols complètement nus où chaque brin d'herbe qui pousse est systématiquement éradiqué par le travail du sol. Donc en fait, vous avez des oliviers qui sont plantés sur du désert. Et quand on voit ça, on comprend pourquoi le Sahara progresse. Le désert progresse petit à petit. Plus on retire le végétal et plus il progresse. Et là, vous avez que, comme seule biodiversité, quelques oliviers plantés à 26 par 26 qui font office de seule vie dans ces territoires-là. Il faut savoir que la vigne, c'est une plante sociale. Alors la vigne, c'est une plante sociale. Dans la nature, systématiquement, on va retrouver des vignes compagnes de l'arbre, par exemple. Tout à l'heure, Madame l'œnologue faisait allusion au lambrusque, au Vitis vinifera sylvestris. Sylvestris, ça veut dire des forêts, des bois. Donc la vigne, dans son écosystème naturel, c'est une plante de ripicile, ça veut dire de forêt, de bord de rivière. Et voilà, elle grimpe sur les arbres. Ici, c'est le cas, par exemple, une vigne qui grimpe sur des peupliers. Mais on retrouve aussi de la vigne à l'état naturel, en cohabitation avec des prairies. Donc voilà pour la vigne dans son état naturel. Et dans l'histoire, bon, je ne vais pas faire très long parce qu'on en a déjà parlé pas mal ce matin. Dans son histoire, la vigne a toujours été accompagnée, que ce soit par l'arbre ou par l'herbe, ou par d'autres cultures herbacées ou arborées. Donc on a eu les exemples, c'est chouette d'avoir les exemples franciliens ce matin, mais il y a des exemples, il y en a partout au travers du monde entier, avec ces systèmes typiques italiens de cultura promiscua. Vous avez des cultures légumières associées à la vigne, avec à l'étage au-dessus des oliviers. Cultura promiscua. On a aussi dans le sud-ouest de la France ce qu'on appelle des jouales, où là, même genre de système viticole, vous avez des arbres fruitiers avec des vignes, des cultures et puis des cultures céréalières entre les rangs de vignes ou des cultures maraîchères. Voilà un peu à quoi ça peut ressembler. Des systèmes traditionnels qui existent encore aujourd'hui à l'état de relique, un peu, c'est plus les systèmes dominants, mais traditionnellement la vigne était cultivée comme ça. Voilà, par exemple ici vous avez un haricot maïs, donc une association maïs
et haricots qui grimpent sur le maïs, cultivés entre des rangs de vignes. Et puis, juste au-dessus, vous voyez, vous avez des pommiers hautes tiges qui surplombent le système. En Italie aussi, les piantatas, vous avez ces vignes qui sont palissées dans des arbres champêtres. Ici, ça doit être un érable champêtre. Et le système ressemble à ça. Vous avez des arbres intercalés de 10 à 25 mètres sur lesquels est palissée la vigne. Donc une vigne qui pousse dans les arbres, tous les 10 à 25 mètres. Et puis entre les deux, des cultures céréalières, ou bien des cultures sarclées, des légumineuses, des cultures légumières aussi. Voilà, vous voyez la diversité, le mariage de la vigne, tel qu'on peut le voir dans ces systèmes traditionnels, en l'occurrence en Italie. L'arbustra aussi, ça c'est des systèmes aussi de palissage de la vigne dans des arbres. Voilà, ici les fameux pêchers de vigne. Ici, ça doit être en Périgord, des vignes associées aux noyers. Ici, dans le Quercy, dans le Lot, la vigne associée au chêne truffier, donc double production de truffes et de raisins, de vin, voire triple production, puisque dans certains de ces systèmes, les vignes sont aussi packagées par des brebis sur les causses lautois. De l'osier aussi, qui sert au sécaillage, vous savez, pour attacher les vignes à leur système de palissage. Ici, avec des amandiers, là, on est dans le Minervois, donc des systèmes qui existent. Hein. Là, en l'occurrence, c'est un système qui existe et qui est productif, et autant, voire plus productif, en termes de production d'amandes que de production viticole. Là, on est dans la vallée du Douro au Portugal. Alors là, vous avez un exemple qui est assez intéressant. Donc la vallée du Douro au Portugal, c'est là où on produit le Porto. Sur les versants exposés sud de la vallée, vous avez la vigne associée aux oliviers, et sur les versants exposés nord, vous avez la vigne qui est associée aux cerisiers. Maintenant, bien souvent, une vigne, ça ressemble à ça, une monoculture, un paysage un petit peu lunaire, on pourrait dire. Donc là, c'est des paysages que vous avez typiquement du Minervois, où il manque vraiment d'eau, et on arrive à ce type de paysage lunaire. On est obligé de travailler le sol pour éviter toute concurrence avec l'herbe, mais quelque part, on se tire une balle dans le pied, parce qu'à chaque fois qu'on reproduit ce type de paysage, eh bien, on perd en fertilité, on perd en capacité de rétention d'eau des sols, et finalement, on est dans un processus de dégradation, contrairement au schéma que je vous ai montré tout à l'heure, qui était un processus d'aggradation. Ça amène une série de problèmes qu'on connaît aujourd'hui en viticulture, des problèmes d'érosion, des problèmes de tassement, des problèmes d'IFT élevé. C'est un des gros enjeux qu'il va y avoir à relever si on ne veut pas continuer à entendre des critiques de la part de la société sur le surusage de produits phytosanitaires. Des problèmes de perte de matière organique et donc de perte de fertilité, une perte de biodiversité. Quand vous avez un paysage comme celui-ci, la seule biodiversité, c'est la vigne. Et donc on peut considérer que c'est une monoculture. Et tout dernièrement, ce qui nous arrive sur le coin de la figure, c'est les maladies du bois, l'ESCA ou le BDA, qui posent de réels problèmes, et qu'on parle aujourd'hui de syndrome de dépérissement du vignoble. Gros problème aussi, c'est le changement climatique. Donc on assiste à un véritable dérèglement. Depuis 1980, on a des vins qui ont en moyenne gagné entre 1 et 4 degrés. Alors peut-être que ça intéresse les futurs viticulteurs franciliens, la remontée du niveau de culture de la vigne, mais ça pose aussi d'autres problèmes, et c'est par rapport à ça qu'il va falloir réagir et trouver les bonnes techniques agricoles nous permettant de lutter par rapport à ça. Alors je vous ai dit que j'étais hostile au travail du sol. La raison, elle est assez simple, c'est que il vous faut considérer que le sol, c'est un garde-manger. Et à chaque fois qu'on travaille un sol, on vide le garde-manger. Alors, on s'engraisse, on engraisse le système, on engraisse la vigne au moment où on travaille un sol, parce qu'on va lui fournir de la nourriture en quantité. Sauf que quand on vide le garde-manger, en même temps, ce qu'il faut arriver à faire, c'est le re-remplir. Et ce qui se passe quand on travaille un sol, c'est qu'on vide le garde-manger qu'est le sol plus vite qu'on ne le remplit, beaucoup plus vite. Là, vous avez par exemple un exemple de travail du sol sur ce qui était au préalable une prairie. Donc vous avez des taux de matière organique qui sont autour de 3,5%. Et en 20 années de travail du sol classique, type charrue, cultivateur, herse et compagnie, vous tombez de 3,5% de matière organique à moins de 2% de matière organique.
Alors si on compare un sol nu et un sol couvert, voilà ce que ça donne. Donc vous avez deux sols qui sont sensiblement les mêmes, puisqu'il y en a un, il est pris en plein milieu de la parcelle de vigne, et l'autre, il est pris juste en bordure de parcelle dans le talus. Donc a priori, ce sont les mêmes sols. Sauf qu'il y en a un qui fait 1,7% de matière organique, et l'autre 3,04%. 3%. Et qu'est-ce que ça amène tout ça? On a une porosité qui est beaucoup plus faible dans le sol de la parcelle de vigne. Une porosité qui fait 40%, alors qu'on a plus de 45% dans la bordure de la parcelle. La porosité, c'est le niveau d'aération du sol. Et puis la capacité d'échange cationique, ça veut dire la capacité qu'a le sol à nourrir, si vous voulez, finalement, à alimenter la vigne en éléments minéraux. La vigne, et pas que la vigne, hein, les végétaux en général, qui est largement supérieure en sol non travaillé de bord de parcelle, puisqu'elle est doublée, presque. On a une CEC de 46 mégas équivalents par kilo dans la parcelle de vigne, alors qu'elle est de 70 en bordure de parcelle. Bon. Je ne m'attarde pas plus là-dessus, mais c'est pour vous donner les principaux éléments de la fertilité qu'on va retrouver supérieurs là où le sol n'est pas travaillé et où il est enrichi continuellement par de la prairie qui est restituée, par des branchages qui reviennent au sol, que dans une parcelle où on exporte plus qu'on enrichit le sol en matière organique. Bon, alors on a deux problèmes majeurs. Finalement, je vous ai dit, on a des sols agricoles et des sols viticoles qui sont en net manque de matière organique. Ça, c'est d'un côté, donc voilà, d'un côté manque de fertilité dans les sols, et de l'autre, il paraît qu'on aurait un excès de carbone dans l'atmosphère et qu'on ait un problème de réchauffement climatique lié à un CO2 excessif dans notre atmosphère. En fait, on a deux problèmes et on a une solution unique pour ces deux problèmes. C'est le végétal. C'est le seul capable de transformer notre principal polluant atmosphérique, le CO2, en notre principal intrant agricole, la matière organique. Et donc, ce végétal, c'est quoi? Des plantes moyennes, petites et grandes, un maximum de plantes, un maximum de photosynthèse pour transformer un maximum de CO2 polluant en humus synthétique. Alors en viticulture, ça donne quoi? Il y a tout un tas de plantes et de systèmes qu'on peut voir adaptés à la viticulture pour maximiser la production végétale. Donc je vais rentrer un petit peu dans le détail, on a commencé à en parler un petit peu. Aujourd'hui, au XXIe siècle, je vous ai montré des systèmes historiques, au XXIe siècle, il va falloir qu'on reprenne tout ça et qu'on réinvente en quelque sorte, qu'on réinvente tout ça en adaptant aux techniques culturelles actuelles et à notre niveau de mécanisation, parce qu'il ne s'agit pas de revenir en arrière par rapport à tout ça, et par rapport aux connaissances agronomiques aussi qu'on a aujourd'hui. Donc ça porte des noms, hein, tout ça. Voilà, il y a l'agroforesterie, l'association d'arbres avec le vignoble, des pratiques d'engrais verts, où on va cultiver des plantes qu'on va semer en décalé avec le cycle végétatif de la vigne, donc des plantes qui vont faire leur cycle pendant tout l'hiver et qui vont être détruites au moment où la vigne va commencer à, elle, faire son cycle à son tour. Et puis des enherbements spontanés, l'herbe qui pousse toute seule dans la vigne, que vous laissez pousser et que vous allez apprendre à gérer correctement. Vous voyez que ça peut faire un petit peu peur, mais là on est sur des systèmes qui optimisent l'énergie solaire et qui captent un maximum d'énergie solaire et qui apportent de la fertilité, et tout ça je vais rentrer dans le détail un petit peu après. Je dis ça peut faire un petit peu peur, parce que quand vous avez l'herbe qui dépasse la vigne, c'est vrai qu'a priori, il y a de quoi flipper un peu, mais ça marche. Alors on va réinventer le travail du sol, et on va faire en sorte que le travail du sol, ce soit le végétal qui nous le fasse. Le végétal, comme plaque tournante de la vie sur Terre, va permettre d'alimenter toute une série de bestioles, dont les vers de terre, et de structurer un sol comme ça par la biologie, par des pivots racinaires énormes, comme vous avez ici le cas avec un radis fourragé. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais vous imaginez la grosseur de la racine. Ça, c'est notre charrue des temps modernes. Elle descend, donc elle a un pivot qui va faire à peu près ça en surface, et c'est une racine qui descend à 2 mètres de profondeur. Vous imaginez la performance du travail du sol avec une plante comme celle-ci. Je mets au défi quiconque d'inventer un outil capable de faire la même chose.
Donc des systèmes racinaires différents, ça c'est un système racinaire pivotant, des systèmes racinaires fasciculés, des systèmes racinaires traçants, tout un tas de systèmes racinaires différents associés à la vigne pour faire ce travail du sol, de la vigne par la voie de la biologie. Quand on compare la porosité, donc le niveau d'aération d'un sol désherbé et d'un sol couvert par du végétal, vous voyez un petit peu les ordres de grandeur que ça peut donner. Vous avez des pourcentages de porosité qui sont de l'ordre de 40% en sol désherbé, alors qu'ils avoisinent plutôt les 50% quand on est sur un sol couvert par du végétal. Alors la vigne, c'est une Ferrari, ça c'est depuis tout petit, c'est ce que mon père me répète, il me dit mon fils, tu dois savoir, la vigne c'est une Ferrari. Une Ferrari, qu'est-ce qui se passe quand on la conduit? C'est qu'elle a un accélérateur très sensible et un frein très sensible aussi. Donc pour piloter une Ferrari, il faut être très très fin. Alors l'idée, ça va être d'apprendre à piloter la Ferrari avec un accélérateur qui va être l'engrais vert hivernal, celui dont je vous parlais tout à l'heure, qui fait son cycle en décalé par rapport à la vigne, et qui va nourrir la vigne au moment où elle va commencer son cycle au mois d'avril. Et puis la pédale de frein, c'est la plante qui va faire concurrence à la vigne pendant son cycle de culture, ça veut dire pendant toute la période estivale, d'avril à octobre. Donc pour imager ça, vous avez là la pédale d'accélérateur, c'est ce couvert végétal hivernal qui pousse quand la vigne ne pousse pas, qui est détruit quand la vigne commence à pousser, qui restitue de la matière organique, mais aussi des éléments minéraux directement, et puis qui va former un mulch, un paillage en surface qui va permettre au sol d'être protégé et d'éviter que trop d'eau soit évaporée pendant l'été, qui protège et qui nourrit la vigne en même temps. Voilà à quoi ça ressemble, hein. Ces fameux couverts végétaux. Ici vous avez par exemple un couvert de févrole à droite, vous voyez comme il dépasse la vigne, et là le viticulteur passe avec son tracteur pour détruire ce couvert végétal avec au moyen de rouleau focal, comme ça. Et puis là vous avez la pédale de frein. Donc là on est en plein été, on doit être à peu près au mois d'août, et chez moi on s'est amusé à laisser pousser l'herbe sous les pieds de vigne. Bon, c'est assez visuel, vous voyez là 2 rangs de vignes, on a laissé pousser l'herbe dessous, en comparaison aux autres qui sont beaucoup plus verts. Vous comprenez assez vite que quand on veut concurrencer une vigne et la freiner un petit peu, ce qui peut peut-être vous intéresser dans des climats comme celui-ci, ou dans des pédoclimats où les sols sont trop riches pour donner une viticulture de qualité, on va chercher à concurrencer un petit peu la vigne, et ça on peut le faire au moyen de couverts végétaux d'enherbement estivaux. Donc ils font leur cycle en même temps que la vigne. On va alimenter ce fameux réservoir dont je vous parlais tout à l'heure, le garde-manger du sol. Quand on a un sol avec un taux de matière organique, là c'est des essais qui ont été faits en Alsace, un taux de matière organique de 1,3% à gauche et 1,8% à droite. Vous avez la différence de capacité d'échange cationique, ça veut dire de capacité du sol à nourrir la plante. Alors cette matière organique qui m'est si chère et dont je vous parle depuis tout à l'heure, la meilleure manière de la produire, c'est de la produire in situ, ça veut dire au cœur même de la vigne, du vignoble ou de la parcelle agricole. Et la meilleure manière de produire cette matière organique, c'est d'utiliser les intersaisons, les saisons où la vigne ne pousse pas, comme je vous ai montré tout à l'heure avec ces couverts végétaux hivernaux. Voilà, plutôt que d'importer, à contrario, plutôt que d'importer des matières organiques venues d'ailleurs qui vont aller déshabiller Paul pour habiller Pierre, là l'idée c'est de produire la matière organique sur place. Alors, toujours pareil, je n'en démords pas avec mon taux de matière organique. Là, vous avez, sur cette courbe, c'est assez parlant, je trouve, vous avez symbolisé en rouge les besoins de la vigne en azote. Donc l'azote qui est le principal élément nutritif pour n'importe quelle culture. C'est un peu moins vrai en vigne, mais c'est quand même assez parlant. Vous avez en rouge les besoins de la vigne en azote. Quand on a un taux de matière organique de 1%, eh bien, on n'arrive pas à nourrir correctement la vigne sur l'ensemble de son cycle de végétation. Quand on passe à un taux de matière organique de 2%, on arrive tout juste à nourrir la vigne. Et puis si on a un taux de matière organique supérieur de l'ordre de 3%,
On peut nourrir la vigne, mais on peut nourrir en plus autre chose, une autre culture, par exemple, comme je vous ai montré tout à l'heure, une culture de maïs qu'on pourrait faire dans la vigne, ou une culture de n'importe quoi d'autre, qui pourrait venir en complément. Alors pourquoi je tiens tant à ce que la matière organique elle soit produite sur place, à l'intérieur de la parcelle de vigne? C'est qu'il s'agit de nourrir tout ce monde-là. Et tout ce monde-là, là, ces vers de terre, ces bactéries, ces protozoaires, ces mycorhizes, ces champignons de toutes sortes, tout ce cortège vivant, si on veut le nourrir, il faut le nourrir avec de la matière organique fraîche, entre guillemets, ça veut dire avec des végétaux en décomposition. Si vous apportez du compost, ça ne fait pas du tout le même effet, et vous n'allez pas nourrir ces fabuleux travailleurs de sol que sont les vers de terre si vous apportez uniquement du compost ou de la matière organique déjà décomposée. Là, vous avez un exemple du niveau de respiration d'un sol. C'est l'activité biologique du sol, vous voyez les rapports. L'activité biologique du sol, la différence d'activité biologique du sol qu'on a entre un sol qui est nu et un sol qui est couvert, encore une fois. Qu'est-ce qu'on va chercher à faire aussi en végétalisant le vignoble avec diversité de plantes compagnes? C'est de créer en quelque sorte un pulvérisateur, une traiteuse écosystémique. Ça veut dire remplacer progressivement le pulvé par le travail de tout un tas de bestioles qui pourront faire le travail à notre place. Vous avez là des guêpes parasitoïdes qui vont parasiter par exemple les vers de grappe. Vous avez l'exemple de chrysope, pareil, même combat qui va lutter contre les larves de petits papillons de nuit qui s'appellent les eudémis qui vont manger la vigne. Enfin, je ne rentre pas dans le détail. Peut-être une histoire avec celle de l'histoire de la chauve-souris. La chauve-souris, elle a complètement disparu des parcelles agricoles et des vignobles pour une raison simple, je ne sais pas si vous le savez, la chauve-souris, c'est un animal qui se déplace par retour de radar, donc qui émet des ultrasons et qui, par retour de radar, arrive à se repérer. Elle ne voit pas comme nous, la chauve-souris. Sauf que le problème, c'est que si la chauve-souris n'a pas ce retour de radar, elle n'a pas un élément dans le paysage qui lui permet de réfléchir ses ondes, elle ne peut pas avancer. Donc dans la vigne actuelle, on ne retrouve pas la chauve-souris au-delà de 30 mètres. Or, il se trouve que la chauve-souris est un des principaux prédateurs de l'eudémis, du ver de grappe. Donc, quand on se prive du travail de la chauve-souris, on enlève quand même un gros... on se prive de beaucoup, puisque je vous dis que c'est quand même un outil majeur dans le vignoble. Et pour ça, qu'est-ce que font certains viticulteurs? Eh bien, ils se mettent à planter des arbres. Ils ont la drôle d'idée de planter des arbres dans leur vigne pour créer dans l'environnement un espace favorable au retour de radar de la chauve-souris. Et ce qu'on constate chez ces viticulteurs, c'est que la chauve-souris recommence à rentrer dans la vigne au-delà de 30 mètres et au cœur de la parcelle. On va apprendre à désherber par le végétal aussi. Donc, les matières actives qui font débat dans la société de désherbants, glyphosate et compagnie. On va apprendre à faire sans et à remplacer ce travail-là par des végétaux qui, encore une fois, font leur cycle en décalé avec celui de la vigne, qui ne vont pas concurrencer la vigne et qui vont former des paillages au sol pour protéger contre le salissement et les mauvaises herbes qui pourraient concurrencer la vigne en été. Tout ça, c'est économiser du temps et de l'argent. C'est économiser du temps quand on arrête de vouloir, quand on est viticulteur, travailler le sol en permanence ou bien venir broyer le végétal en permanence. C'est économiser du temps et de l'argent. On économise des produits phytosanitaires, on économise la fertilisation, parce que par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur la fertilité, c'est progressivement arriver à rendre la vigne autonome en fertilisation. On réduit l'impact environnemental parce que quand on a un sol qui est riche en activité biologique et où on a un cortège très actif de bestioles qui vivent là, on peut arriver à biodégrader certaines molécules qui ne nous plaisent pas forcément et qu'on retrouve après dans les eaux, tels que certains désherbants qui étaient utilisés à une époque et qu'on retrouve encore maintenant en quantité dans les eaux de ruissellement. Donc développer une activité biologique, c'est dégrader ces molécules et faire de la phytorémédiation. Et puis c'est diversifier ses productions. On en a déjà pas mal parlé, mais quand on est viticulteur, une vigne, c'est pas forcément qu'un espace de production de raisins et de vin. Ça peut aussi être un espace de pâturage quand on a des brebis, par exemple. Ça peut être aussi un espace de production de fruits.
Un espace de production de bois, ça peut être un espace de production de plein de choses, il suffit de laisser parler son imagination, et toujours avec bon sens. C'est aussi une manière de valoriser commercialement son image, parce que l'image, je pense que c'est quelque chose de très très important, surtout en viticulture, et surtout aujourd'hui. Donc valoriser son image quand on montre des paysages agroforestiers où on a des arbres, on voit apparaître des arbres dans le paysage viticole. C'est aussi parlant pour le consommateur qui, au bout de la chaîne, va pouvoir apprécier cette manière de cultiver et consommer avec plaisir un produit qui a été produit dans des conditions environnementales sympas. Tout ce que je raconte là, c'est derrière, il y a un gros travail de dynamique de viticulteurs. Et tout ça, c'est de l'échange en fait. C'est des groupes de viticulteurs qu'on réunit, qui discutent entre eux, qui échangent sur leurs pratiques, qui se donnent des idées mutuellement, qui disent moi j'ai essayé ça et puis il se trouve que ça marche pas trop mal, je te conseille de faire la même chose parce que voilà, ça par contre c'est voie à l'échec, laisse tomber. Donc tout ça, finalement c'est voilà, c'est du partage, de l'échange, du réseau, de la mise en réseau, et c'est ça qui est le plus intéressant à faire, c'est de travailler avec des gens qui sont toujours dans le partage et dans le collectif. Alors, la clé de la démarche quand on veut innover dans ces pratiques, c'est quoi? C'est BIM, c'est de la botanique herbacée arborée, c'est de la biodiversité végétale. Donc, d'abord la botanique, le choix des bonnes espèces pour accompagner notre vie. Des itinéraires techniques adaptés à partir de là. Donc, comment construire son itinéraire technique pour qu'il soit le plus viable en tout point. Et puis un machinisme. Le travail de machinisme, concevoir les outils adéquats, les outils qui vont nous permettre d'être le plus performants par rapport à ça, et se faciliter la vie. Et là, on va aboutir à des systèmes viticoles optimisés. Ça, c'est la vigne telle qu'elle est encore dans beaucoup de régions aujourd'hui. Vous avez la vigne, un peu d'herbe, un terrain sur deux, et puis un sol travaillé sur le reste, ou nu, ou désherbé chimiquement. À partir de là, où est-ce qu'on va? Eh bien, on réintroduit un maximum de végétal, par exemple des engrais verts hivernaux, comme je vous ai montré les photos tout à l'heure. Et puis on peut imaginer aussi y voir pousser des arbres. Là, on commence déjà à gagner pas mal en biodiversité. Et puis pourquoi pas aller plus loin aussi et voir arriver des bestioles packagées là-dessous. Donc là, dans le même espace, vous avez production de vignes, de raisins, production de fruits, pourquoi pas, de bois, de production animale et production herbacée en plus. Alors sur la question du pâturage, je vais peut-être vous donner un exemple d'un viticulteur qui fait des couverts végétaux, donc des engrais verts, qui sème ses engrais verts à l'automne. Pendant tout l'hiver, pendant tout l'automne et tout l'hiver, vous avez ces couverts végétaux qui poussent. Alors dans ces couverts végétaux, vous allez retrouver de la vesse, tout un tas de légumineuses, de la févrole, de l'avoine par exemple, du seigle, tout un tas de végétaux différents qui ont été semés. Ça pousse tout l'hiver, ça pousse une partie du printemps, et au printemps, pour détruire ces couverts végétaux, le viticulteur fait passer dans sa vigne des brebis, puisqu'il a un troupeau de brebis rouges de l'Ouest, qui sont assez petites et qui conviennent bien pour ce genre de situation. Et donc voilà, qui vont faire ce travail de valorisation du couvert végétal et de destruction aussi, et de restitution de matière organique et de fertilisation de la vigne. Alors voilà un peu à quoi ça ressemble, ces couverts végétaux dans la vigne. Couverts végétaux semés, voilà, les engrais verts. Pour citer quelques espèces, là vous avez du trèfle incarnat, de la févrole, des radis fourragers, des crucifères comme des moutardes aussi, du colza. Parmi les graminées, seigle, avoine, triticale, des légumineuses, trèfle incarnat, févrole, vesse commune, pois fourragers, fenugrec, des crucifères, de la navette fourragère, du colza fourrager, de la moutarde, des radis, voilà. Il y en a tout un tas et il suffit de les imaginer à leur place pour augmenter la liste. J'ai dit tout à l'heure que j'étais hostile au travail du sol. Bon, c'est pas par lubie, mais vous avez compris pourquoi. Maintenant, quand on fait des semis d'engrais verts, à un moment donné, on se dit qu'il faut passer par une étape de travail du sol. Alors, pas forcément. Il existe des outils qui sont développés
pour faire des semis directs de ces graines dans la vigne. Ça veut dire qu'en un seul passage, on passe avec un semoir comme ce qu'on a là, qui vont à peine ouvrir le sol dans l'enherbement spontané de la vigne, qui vont juste soulever une lampe de terre, derrière quoi la graine est déposée, le sillon est refermé, et là derrière on a la pousse de notre couvert végétal sans avoir gratouillé quoi que ce soit de sol. Donc toute la structure du sol, on la garde, toute la matière organique du sol, on la garde, et on reste performant en plus, puisque le passage de ces outils évite d'avoir à passer 1000 fois avec 1000 outils différents pour simplement semer un couvert végétal dans sa vigne, sachant que c'est pas le couvert végétal n'est pas le principal objet de production. Donc ça permet aussi de réduire les coûts et le temps de travail. Voilà, d'autres exemples de semoirs. Et là derrière, ce qu'utilisent beaucoup de viticulteurs, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, des rouleaux FACA, des rouleaux comme ça, qui sont très rapides à passer, beaucoup plus rapides que des broyeurs par exemple, qui viennent simplement rouler le couvert végétal. Donc il vous faut avoir un couvert végétal, un enherbement qui soit le plus haut possible. Et là derrière, avec un passage rapide de ces rouleaux, on vient coucher l'enherbement et il vient former, donc on accélère la fin du cycle de cette herbe, et en surface du sol, on se retrouve avec un mulch, un paillage, qui protège le sol de l'évapotranspiration et de la levée des potentiels adventices et de tout ce qui s'ensuit. Donc avec un outil vraiment très simple et très rudimentaire. D'ailleurs, vous voyez d'autres exemples. Ça, c'est des exemples autoconstruits par des viticulteurs. Ça, c'est sur ce qu'on essaie de faire avec certains viticulteurs sur le cavaillon de la vigne, sur le rang. Remplacer le glyphosate par le désherbant chimique, par un désherbage biologique et par un désherbage végétal. Donc pour ça, on utilise des plantes dont le cycle se termine au mois de mai-juin, et qu'on sème sur ce cavaillon, qui se débrouillent toutes seules, qui se détruisent toutes seules et qui se couchent toutes seules au sol, comme si on les avait désherbées, sauf qu'on ne les a pas désherbées, elles ont naturellement fini leur cycle, qui vont couvrir le sol pendant tout l'été et qui vont se ressemer de manière autonome à l'automne venu, et qui, ainsi de suite, vont pouvoir alimenter, boucher le trou qu'il y a sur toute la saison hivernale, à couvrir le sol et à pousser pendant que la vigne ne pousse pas. Donc quelques exemples, vous avez des luzernes annuelles, comme la luzerne tronquée, qui ressemble à ça en ce moment-là, à peu près au mois d'avril. Elle est à fleurs. Et puis quand on arrive au 4 juin, vous voyez, elle ressemble à la photo suivante, où vous avez l'impression qu'on l'a désherbée, sauf qu'on n'a rien fait du tout, elle s'est finie tout seule. Et au 24 juin, au 20 juin à peu près, elle est comme ça, elle forme un paillage au sol qui vient protéger pendant tout l'été. Comme si on avait désherbé, sauf qu'on n'a pas désherbé, et qu'en plus de protéger le sol, on l'alimente en azote, puisque c'est une légumineuse, et en matière organique, et on protège de la levée des adventices. Alors, il y a quelques autres exemples, du brome par exemple, de la vulpie. Voilà le génie végétal dont on va se servir pour remplacer la chimie par de la biologie. Alors j'ai parlé pas mal d'herbes, on va parler d'arbres un peu aussi maintenant. Donc de vitiforesterie, d'introduction de l'arbre dans le vignoble. Les intérêts sont multiples à mettre un arbre dans le vignoble. Je vous ai raconté mon histoire de la chauve-souris, mais il y a aussi tout un tas de raisons pour lesquelles remettre l'arbre dans la vigne. Une des raisons majeures, c'est que avec le réchauffement climatique, on va avoir besoin d'ombrer les vignes. Alors c'est peut-être moins le cas ici, mais dans le sud, on commence à avoir des excès de chaleur en été qui causent des problèmes de maturation et qui bloquent la véraison carrément, qui bloquent le cycle végétatif de la vigne. Et bien, remettre un petit peu d'ombre là-dessus, ça pourrait permettre à la vigne de terminer tranquillement son cycle et de fonctionner normalement. Tant qu'on a des étés trop chauds, comme c'était le cas de l'été précédent par exemple. Donc l'ombrage, la protection par rapport au vent. Le vent, c'est un des gros facteurs de dessèchement de la vigne qui est responsable
de situations de sécheresse, eh bien, quand on plante un arbre, alors certes on assèche un peu le sol, mais il y a aussi derrière un rôle d'ascenseur hydraulique où l'arbre est capable de remonter de l'eau des couches profondes, et en plus l'effet brise-vent qui évite au vent de trop dessécher la vigne. Une activité biologique qui est démultipliée, des mycorhizes. Vous connaissez les mycorhizes, c'est le champignon qui font symbiose avec les racines des plantes. Et bien, quand on plante un arbre dans une vigne, on partage les mycorhizes entre les arbres et les racines de vigne, par exemple. Donc on permet à la vigne d'être mieux résiliente et puis d'être mieux à même de capter les éléments minéraux plus difficiles à piéger. Et puis des avantages, il y en a plein d'autres, mais si vous voulez, on aura plus le temps d'en discuter après. Voilà, donc à quoi ça peut ressembler? À des systèmes de bocage viticole, comme là, où vous avez des haies qui bordent les parcelles de vigne, des arbres plantés au cœur des parcelles de vigne, donc des rangs d'arbres qui sont plantés à 4 mètres du rang de vigne. Ces arbres, potentiellement, ils pourraient être valorisés en bois d'œuvre après, au bout de 30, 40, 50 ans. Mais surtout, avant ça, ils auront permis à la vigne d'être accompagnée et de lui desservir tout un tas de services particuliers dont j'ai déjà parlé. Quand on défriche une parcelle pour planter de la vigne, souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le pourrier. C'est une pourriture, un champignon qui vient dégrader les racines, les végétaux en décomposition, et qui peut parfois infecter les racines des plantes vivantes, dont celle de la vigne. Et pour ça, la meilleure manière de faire, pour se mettre à l'abri de ce fameux pourrier, c'est d'éviter de travailler le sol, puisque quand on travaille le sol, on enfouit ces matières organiques, et donc on favorise la pourriture de ces matières organiques, ce qu'on souhaite éviter. Donc il y a effectivement des risques de pourrier quand on arrache après ces arbres, mais a priori, il semblerait que si les racines sont laissées en place sans travail du sol et qu'on se contente de tuer les arbres sans retourner la matière organique, ça permet d'éviter quand même ces problèmes. Après, il y a une autre manière de faire, c'est ces arbres de s'en servir sans jamais les tuer, sans jamais les couper. C'est d'en faire des trognes. Donc la trogne, c'est un arbre qui produit tout le temps, qu'on valorise à longueur qu'on valorise sans jamais le tuer, sans jamais le couper purement et simplement. Une trogne, c'est comme la vigne. La vigne, c'est une trogne. Une trogne, c'est quoi? C'est un arbre qu'on taille et qu'on retaille chaque année, ou tous les 2 ans, ou tous les 7 ans, mais qu'on vient tailler, dont on vient récupérer pour valoriser le bois, sans jamais, en lui permettant toujours de se régénérer et de pousser continuellement. Alors, on a évolué sur les pratiques, sur le machinisme viticole. On a des outils qui nous permettent de gérer la vigne avec des coûts de main-d'œuvre très limités. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas d'inventer une agroforesterie qui va nous gêner dans le passage d'outils type vendangeuse ou essimeuse, ou tous les outils qui peuvent passer dans la vigne. L'arbre doit venir dans le vignoble respecter aussi le passage de ces outils, et donc il faut aménager la vigne de telle manière à ce que ce soit compatible avec ce machinisme. Alors là, quelques exemples de ce que ça peut donner. Vous avez voilà, le rang d'arbres qui est planté à 4-5 mètres du premier rang de vigne, et vous avez 30 à 40 mètres entre les arbres. C'est un exemple de configuration d'aménagement, mais au fond, il peut y en avoir 1000 autres en fonction de chaque exploitation et de ce que veut le viticulteur. Là, je vous donne des exemples de ce qui a été fait, quoi. Une vue aérienne, vous avez ici une plantation de haies basses en jaune, des arbres plantés, espacés, les points rouges, et puis des arbres de rosiers complantés avec des haies basses, la ligne jaune avec les pointillés rouges. Voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est une haie basse en plein milieu du vignoble, qui est estimée à la même hauteur que la vigne, et donc qui évite la gêne par rapport au passage d'outils, entre autres. Donc tout ça a été suivi par la recherche. La recherche s'y intéressait aussi, l'INRA de Montpellier essentiellement, où ils ont fait des essais avec de la plantation de vignes, avec des pins pignons et des corbiers, et où ils se sont rendus compte qu'il y avait une petite concurrence hydrique, une petite concurrence azotée, mais que finalement, même en conditions méditerranéennes, on est dans
des conditions très sèches. Il semblerait qu'il n'y ait pas une concurrence énormissime de la part de l'arbre sur la vigne et qu'au contraire, on en retire davantage d'intérêts positifs que d'inconvénients. Ah, je vous en parlais tout à l'heure, voilà la trogne, vous avez là l'image d'un arbre qu'on vient couper tous les 4 ans. Tous les 4 ans, on régénère complètement le chevelu le haut pied de l'arbre et continuellement, cet arbre continue à pousser, à produire de la biomasse qu'on va valoriser. Sans jamais le tuer, cet arbre produit tout le temps. Donc il y a toute une série d'espèces, d'essences à choisir en fonction de ce qu'on souhaite par rapport à la biodiversité, je ne rentre pas dans le détail. Donc agroforesterie, vitipastoralisme aussi, ça on en a déjà un petit peu parlé avec l'exemple que je vous donnais du viticulteur tout à l'heure. Et puis tout un tas d'essais qui sont faits par ces viticulteurs un peu pionniers qui cherchent à couvrir leur sol au maximum et à améliorer la fertilité de leur sol viticole en respectant au maximum leur culture et leur sol. Donc ici on a un viticulteur qui s'est lancé dans un essai de couverture du cavaillon, du rang de vigne, par du BRF. Du BRF, c'est du bois broyé, juste épandu en surface du sol sur le cavaillon pour le protéger. Donc avec là derrière une augmentation du taux de matière organique et des bilans humiques, le bilan de la matière organique qui est largement positif et qui nous permettrait de gagner jusqu'à presque 3 tonnes d'humus par hectare. Un autre exemple chez un viticulteur de Gaillac, du Tarn, qui lui a décidé de laisser s'enherber le rang de vigne, donc de couvrir en totalité son vignoble et en augmentant un petit peu la fertilisation dans un premier temps pour arriver à passer ce cap difficile des premières années d'implantation d'herbes et qui pourrait concurrencer la vigne pendant quelques temps. Voilà. Bon, tout un tas d'essais comme ça faits par des viticulteurs, je ne rentre pas dans le détail. Si vous le souhaitez, si vous avez des questions, on pourra venir là-dessus. Ça, c'est un viticulteur qui a décidé d'essayer de dérouler des bottes de foin dans ses intervalles de vigne pour observer tout simplement ce qui se passait. Et donc on a fait ça ensemble l'automne dernier, on va observer ce qui se passe. Oui, ce qui est intéressant peut-être de voir aussi, c'est que quand on fait des semis d'engrais verts, de couverts végétaux, le couvert végétal, l'engrais vert le plus performant qui puisse être, celui qui va produire le plus de biomasse et restituer le plus de matière organique et d'éléments minéraux, c'est le couvert végétal le plus diversifié. C'est celui dans lequel on aura semé un maximum d'espèces. Plus on sème d'espèces différentes dans un engrais vert, plus il va être, si vous voulez, tous les étages de culture, tous les étages pourront être occupés par les plantes. Et plus on associe d'espèces, plus on est productif en termes de biomasse et de restitution de matière organique et minérale. Quelques photos pour voir ce que ça donne. Donc là, au 11 novembre, on voit que le viticulteur a semé son engrais vert. Il a dû semer un mois plus tôt à peu près. Voilà ce que ça donne au 19 avril. Au 11 mai, ça dépasse la vigne. Et quand on arrive tout début juin, il passe avec son rouleau, comme je vous ai montré tout à l'heure, et vient rouler tout ça. Et voilà à peu près à quoi ça ressemble une fois que c'est roulé. Vous n'avez plus qu'un paillage au sol d'herbes qui sont en train progressivement de se dévitaliser et de terminer leur cycle et qui sont plus concurrentes par rapport à la vigne et qui restituent. Donc c'est comme perspective, on va vers des systèmes à haut niveau de productivité. Je vous ai parlé de vitiforesterie, de vitipastoralisme, on pourrait parler d'agroviticulture, enfin plein de nouveaux mots à inventer en fonction de nouvelles pratiques qui restent à inventer ou à réinventer parce que finalement on n'invente rien, on se rend compte que toutes ces choses-là existaient déjà et qu'il suffit de les réadapter au contexte actuel. Voilà, je vous remercie.